bienvenue à cette édition 2021 de Regard Noir, une édition un petit peu particulière parce que sans public, mais qui j'espère va garder la fraîcheur et l'enthousiasme des éditions précédentes. Pour ce premier débat de cet après-midi, nous recevons deux auteurs, Catherine Dufaux, romancière, à 2 reprises lauréate du Grand Prix de l'imaginaire. On vous connaît pour la série Quand les dieux buvaient, qui a été inaugurée par Blanche-Neige et les lance-missiles, qui était vraiment une comète, je dirais, dans la science-fiction. Vous venez de faire paraître Au bal des absents, qu'on peut voir là, un livre qui est paru au Seuil et qui est vraiment une poilade. Une poilade qui est épouvantable parce qu'on frissonne beaucoup. Et c'est vraiment des mots qu'on pourrait reprendre pour la BD que vous sortez, Robin Recht. Vous êtes un peu un des jeunes chefs de file de l'heroic fantasy en BD. Vos grands succès, on va dire que c'est la série d'Elric. Il y a un des grands chefs-d'œuvre que vous avez pu faire, c'est Conan, le Cimérien, et je crois que vous travaillez sur le prochain Torgal. Celui-là est vraiment, puisque c'est la deuxième fois que vous travaillez avec le scénariste Mathieu Angotti, vous aviez fait précédemment un album qui n'avait rien à voir, qui portait sur la politique, qui s'appelait Désintégration, et qui était le journal d'un conseiller de Matignon. Là, vous sortez cet album, qui est une adaptation d'un livre de France Bartel, qui est l'un des auteurs de polar français les plus drôles. Et c'est une initiative de vous-même, ça aurait pu être de votre scénariste ou de l'éditeur, parce que vous aviez lu ce livre il y a 5 ans et qui vous avait passionné, et on essaiera de savoir pourquoi. Il y a quand même eu un thème à ce débat, puisque les livres, même si il y a une fiction, un roman et une BD, sont quand même extrêmement proches, il y a des grandes similitudes. Pour planter quand même un tout petit peu le décor, on va partir d'une situation qui est identique à vos deux ouvrages. À un moment, chacun de vos protagonistes doit faire le ménage. Si on part de là, comme ça on ne racontera pas la fin, on ne la déflorera pas, parce que les deux chutes sont très intéressantes. Pourquoi Claude, 40 ans, chômeuse, se retrouve à faire le ménage dans une vieille maison? Alors effectivement, Claude a 40 ans, elle est chômeuse, elle est en fin de droit, elle a peu de quoi payer le loyer de son studio en banlieue de Paris. Donc elle va chercher et trouver sur Airbnb une location vraiment pas chère. Bon, en fait, elle est recrutée à distance par un mystérieux commanditaire américain. Il y a une famille américaine qui a disparu. Et puis le dernier endroit où on l'a trouvée, on l'a vu, c'est une maison, un manoir qui est effectivement en location sur Airbnb. Donc elle va s'installer là-bas avec pour mission de chercher où est passée cette famille. Et tant qu'à être sur place dans ce ravissant manoir, après tout, elle est sans domicile fixe. Et ce manoir est sans habitant fixe, donc elle se dit on est fait pour s'entendre. Et elle va prendre soin de cette maison. Effectivement, elle va faire le ménage du sol au plafond, ce qui est une sacrée gageure, parce qu'il y a, je sais plus, 18 pièces, plus argenterie, plus les parquets, en plus il y a le potager à bêcher et tout le parc à tailler. Alors le seul petit problème, c'est que cette maison a effectivement d'autres habitants, des spectres, qui n'ont pas du tout envie de céder la place. Donc elle va faire le ménage de 2 façons. Il va falloir qu'elle se débarrasse de la poussière et après qu'elle se débarrasse des spectres, ou plutôt l'inverse. Des spectres, des fantômes, des mains qui surgissent. Oui, il y a toute la galerie de l'horreur. C'est très, on va dire, cinématographique. Oui, c'est très cinématographique. Et donc, vous, dans votre livre, il y a un gros barbu poilu qui porte un Marcel et qui va finir avec une Charlotte de ménagère sur la tête parce qu'il est contraint, de lessiver, de faire la poussière. Dans quel cadre quelle est la situation qui l'amène
Alors c'est une petite frappe qui n'a pas de nom dans le livre. C'est un peu un Clint Eastwood français, l'homme sans nom, mais avec un physique moins avantageux, on va dire. Et il a un vrai problème, c'est que pour vivre le parfait amour avec sa chère étendre, il doit ramener de l'argent, parce qu'en plus d'être romantique, elle est assez vénale. Et donc, à la poursuite d'argent, il se retrouve à cambrioler une maison où il a repéré quelqu'un qui semblait avoir moins de problèmes d'argent que lui. Et il se retrouve pris en otage par cette personne contre son gré qui, comme première tâche, lui demande d'enterrer dans la cave son prédécesseur qui s'est suicidé. On ne sait pas trop pourquoi, mais a priori, la tâche ne devait pas trop lui convenir à la force. Et donc, il se retrouve homme à tout faire de cette maison, prisonnier. Et en même temps qu'il a très envie de s'en aller, il se met à la tâche, pas de si mauvais gré, et même avec un espèce de plaisir du travail bien fait, je dirais. Donc il y a une espèce d'ambivalence, comme un syndrome de Stockholm qui se place, où il a très envie de partir de cette maison, mais il a envie de l'entretenir aussi quand même. Donc le point commun, c'est qu'il doit faire le ménage. Il y a un autre point commun qui sont les caves. Les caves font peur chez vous. Il y a quand même des créatures surnaturelles. On ne sait pas ce qu'on va trouver, si ça va être terminé par une galerie, un labyrinthe. Enfin, c'est quand même très effrayant. Et dans la cave de votre homme sans nom, il y a déjà 9 cadavres. Oh, il en a trouvé 9, mais il y en a peut-être d'autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parlons d'un autre point commun à vos deux ouvrages, qui sont, ce sont deux protagonistes en situation de précarité. On va revenir à vous, Catherine. Ce qui est très intéressant, c'est la manière dont vous greffez un monde qui est épouvantable, un monde quand même gore et qui fait peur, dans une trivialité de la survie quotidienne. Tant et si bien que votre protagoniste, Claude, va surnommer cette maison du nom de la conseillère de Pôle emploi, qui était une femme absolument cruelle. Et donc, il va avoir un petit peu une comparaison et une lutte. Parlez-nous un petit peu de ça, j'ai trouvé ça génial. Alors surtout, ne disons pas de mal des conseillers de Pôle emploi qui ont payé le prix du sang il n'y a pas longtemps. Il s'agit d'une formatrice qui est effectivement appelée par Pôle emploi, mais enfin, elle aurait pu être très bonne comme formatrice. En fait, elle est très mauvaise et elle use d'un espèce de sabir, comme quoi il faut improver son management personnel, tout un sabir pour finalement ne rien transmettre à des gens qui sont des chercheurs d'emploi, des chômeurs longue durée et qui auraient bien besoin de conseils intelligents et pas d'un espèce de jargon qui ne cache qu'un vide absolu. Donc il y a une cruauté de cette femme, en sens où elle n'aide pas les gens qu'elle est censée aider. Et effectivement, moi, c'est vraiment le propos du livre, c'est d'opposer les angoisses de l'esprit, hein, les angoisses de la hantise, et puis les angoisses de la précarité. Si vous êtes un SDF et que le seul endroit où vous pouvez poser vos valises, c'est une maison hantée, à mon avis, le fantôme a intérêt à bien s'accrocher s'il veut tenir, puisque aucune angoisse de l'esprit n'est aussi abominable que l'angoisse concrète d'être en état de mort civile, puisque c'est ça, le chômage et les fins de droit. La précarité vécue par votre protagoniste est un petit peu différente dans la mesure où lui peut-être se contenterait de sa misère, mais s'il veut retourner chez lui et avoir des relations sexuelles, hein, il faut bien le dire, c'est dit très explicitement, là, je me permets de le dire, il faut qu'il rentre chez Karine avec un peu d'argent. Donc il est acculé par sa femme. Acculé, en tout cas, il est très intéressé. C'est un moteur chez lui assez puissant et qui le fait tenir debout, je dirais. Et oui, alors sa condition précaire, il s'en satisfait. Il s'en satisferait encore mieux si sa femme n'était pas si vénale. Et je pense que ça le gênerait probablement pas d'être précarité tranquille, parce qu'il déteste les pauvres quand même. Il trouve que c'est beaucoup trop pauvre. Donc il a une espèce de morgue envers les pauvres. Et il n'aime pas trop les riches non plus. En fait, je pense que c'est un peu un monsieur tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les gens quand ils sont trop riches, parce que quand même,
C'est signe que quelque chose ne va pas très bien ou qu'il y a une morale qui a été dépassée. Et il n'aime pas les pauvres, ça lui fait un peu peur, il a peur du déclassement. Donc il se situe, je dirais, à la croisée de beaucoup de gens, c'est-à-dire une espèce d'amour-haine pour tous les gens qui le dépassent d'en haut ou en bas. Et ça l'inquiète tout ça. Ce qui est très particulier, c'est que, et là on en viendra à Claude, qui mène tout un travail intellectuel pour savoir comment combattre les forces obscures qui hantent cette maison. Mais votre personnage est aussi très particulier, parce que, bon, tel qu'on le voit, c'est quand même un homme qui est un peu patibulaire physiquement, mais c'est un poète, Ah, il s'imagine poète. Il connaît les alexandrins comme certains dans des pièces de théâtre. Et il a même des moments philosophes. Et ben ouais, il aime bien étaler sa culture parce que ça lui donne l'impression de dépasser sa condition. C'est à ça aussi la culture. Ça donne le sentiment qu'on est meilleur qu'on est peut-être. Et c'est une des choses qui va les relier, les deux personnages, le preneur d'otage et l'otage, c'est que les deux se piquent d'être des poètes qui voient la beauté en toute chose. Oui, alors ce qui est vrai, mais quand par exemple le preneur d'otage s'en va et qui doit maintenir ligoté donc le cambrioleur qui est un petit peu comme l'arroseur arrosé, finalement la seule chaîne qu'il lui met c'est quand même le téléshopping. Alors là on n'est plus dans la culture savante pour le coup. Ouais, mais alors eux, ils voient une poésie, hein. Ils voient un absolu d'une société de consommation, ils voient une beauté acharnée à essayer de vendre un aspirateur multifonction à un kidam qui en général en a rien à faire. Et la poésie s'est transformée n'importe quoi en beauté, et eux, ils arrivent à voir dans du téléachat, ce qui est quand même pas simple, hein. C'est là où on voit que c'est des grands poètes. Ils voient une vraie poésie et bon, à la 7e heure de transmission, la poésie s'émousse, paraît-il. Ouais. C'est ce que pense le personnage, en tout cas. Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que cette dame, elle est acculée, elle sait que son studio, son bail expire dans 48 heures. Elle a vendu la plupart de ses affaires sur des sites tels le Bon Coin. Donc, elle n'a plus que ça. Et bon, elle doit cohabiter avec des spectres qui sont quand même très effrayants. Donc, elle mène quand même toute une stratégie intellectuelle qu'elle mûrit, qu'elle cultive au fil des jours à la médiathèque de la ville. Racontez-nous un petit peu son cheminement pour essayer de conjurer ces forces du mal. Alors elle arrive juste, elle peut pas rester dans le manoir, il est beaucoup trop hanté, il y a une jambe coupée qui gambade dans les escaliers, enfin bref, elle n'arrive pas à dormir très bien, l'ambiance n'est pas favorable. Donc elle s'en va en courant et elle se dit qu'elle a chez elle un ennemi intérieur et que comme l'être humain est ce qu'il est, il a toujours combattu son ennemi intérieur et il y a sûrement moyen de faire partir celui-là. Donc elle se dit où est-ce que je dois me renseigner. Donc elle commence par se renseigner en regardant des films d'horreur, de hantise et en lisant des livres de hantise. Aussi bien, je ne sais pas moi, Bram Stoker que Lovecraft, que Stephen King. Et elle apprend pas mal de choses. Elle regarde aussi des sites internet où il y a des gens qui explique comment est-ce que vous pouvez le trouver, ces sites ils existent, hein, comment est-ce qu'on fait partir un fantôme de chez soi. Alors il faut mettre de l'eau de javel partout, du sel partout, puis il faut brûler de l'encens, de la sauge, etc. Donc elle apprend tout un tas d'exorcismes un peu dans toutes les langues, hein. Il y a des exorcismes dans toutes les religions, donc elle apprend un peu d'exorcisme juif, exorcisme catholique, exorcisme hindou, bon. Et après elle se dit que la vérité n'est probablement pas chez Hollywood, n'est peut-être pas chez les gens New Age actuellement, mais peut-être plutôt dans les contes et légendes. Parce qu'il y a énormément de contes et légendes, je pense à la légende de la mort de Lebras, qui parle effectivement de cette relation au monde des morts et de comment s'en préserver. Alors par exemple, je vous donne un truc, hein. Si un jour vous promenez dans la nuit noire et que vous entendez quelqu'un qui vous appelle par votre nom, c'est probablement un spectre, vu que vous êtes tout seul sur la lande. Donc d'abord, vous ne lui répondez pas.
surtout pas. Et deuxièmement, vous vous signez 3 fois avec votre outil de travail. Alors comme elle est opératrice de saisie, elle se voit mal se promenant avec un clavier pour se signer avec un clavier. Donc finalement, elle décide de devenir horticultrice pour pouvoir se signer avec une binette. C'est beaucoup plus facile à transporter. Ce qui est génial, c'est que vos deux livres, moi, m'ont fait vraiment très très rire. J'ai une banane, c'était génial. Et je me suis dit comment on travaille cette question du folklore dans une littérature spectrale qui a ses origines, peut-être dans la littérature victorienne. Comment fait-on justement pour trouver un biais, peut-être dans le tressage des styles narratifs, comment fait-on pour s'amuser de tout ce folklore culturel, justement? Je crois qu'en fait, il faut juste aimer beaucoup ça, donc en avoir lu depuis l'âge de 7 ans. Donc j'ai adoré, moi, tout ce qui est effectivement livres et films d'horreur. Enfin, les livres et films dont je parle, je pense que la plupart des gens les ont vus ou lus. C'est du Stephen King, c'est Cimetière, etc. Alors par contre, le folklore, c'est un petit peu moins couru, mais j'ai lu plein de folkloristes géniaux comme Van Gennep, comme Le Couteux. Et par exemple, Van Gennep, il est parti sur les routes de France pour recueillir fin 19e les derniers contes et légendes d'Île-de-France. Tout ça, ça a été arasé par l'extension de Paris et de sa banlieue, mais il fut une époque où il allait interviewer la dernière sorcière de Cachan, le dernier rebouteux d'Arcueil, à l'époque où il y avait vraiment des contes et légendes d'Île-de-France qui ont totalement disparu. C'est très intéressant de lire ce que ces gens-là racontent. Et il vous explique qu'en gros, tous les peuples, que ce soit les trolls, les elfes, les fées, les lutins, les nains de Blanche-Neige, etc., ramènent tous et toutes à un seul peuple, qui est le peuple des ancêtres, c'est-à-dire le peuple des morts. À la fois, on l'aime, on a besoin de lui, on vient de lui, et puis d'un autre côté, on aimerait bien quand même qu'il reste où il est. Et toutes les pierres tombales que vous voyez dans les cimetières, c'est pour honorer les morts, mais c'est aussi pour les empêcher de revenir. Ce qui est très drôle dans votre livre et très original, c'est qu'il y a ces spectres qui font peur, qui font naturellement peur, quiconque aurait peur dans une maison qui est hantée. Mais finalement, elles s'accoutument à leur présence, et puis finalement, elles les trouvent très ennuyeux parce qu'ils sont prévisibles. Il y a la petite fille, une petite fille qui a des couettes, une petite jupe, mais qui a un comportement mécanique. Et ils ont tous des horaires où ils s'expriment, ils hurlent, ils sont un petit peu robotisés. Et finalement, ça les rend familiers à Claude. Oui, au bout d'un moment, elle finit par s'habituer à ces spectres, parce que souvent on dit que s'il y a une hantise, c'est parce qu'il s'est passé un événement particulièrement dramatique, et cet événement est rejoué. Pour ceux qui n'y croient pas, on appelle ça le retour du refoulé. Effectivement, si vous vivez dans une maison où éternellement le petit garçon de la famille tombe du toit où il est allé jouer, il n'avait pas le droit, ou la petite fille de la famille se noie dans la pièce d'eau, elle aussi n'avait pas le droit d'aller jouer près de l'eau, puis elle y allait quand même, ça donne un environnement qui est à la fois très répétitif et pas très gai. Et elle va se débrouiller effectivement pour se débarrasser de tous ces petits vantaux, même si ceux-là ne sont pas dangereux, parce qu'ils sont quand même, ça sape un peu le moral. Peut-être qu'il serait bien, puisqu'on est dans le cadre d'un festival qui s'appelle Regard Noir, et que cette BD est une adaptation du Jardin du Bossu. Je sais que vous avez lu ce livre de France Bartel il y a 5 ans et que vous y avez passé la nuit, tellement il vous a captivé. Quels étaient les ingrédients ou la nature du coup de foudre que vous avez eu pour ce polar, en fait? Alors, comme tous les meilleurs coups de foudre, c'est ceux qui sont imprévus et inattendus qui nous marquent le plus. Alors, je vais confesser ici, alors que j'ai été le lauréat d'un prix pour un livre noir, c'est que j'en lis très très peu. Je ne suis pas du tout amateur du genre, par méconnaissance surtout, je ne suis jamais tombé dedans. Et un ami qui est lui, qui vit des livres, qui en lit tout le temps, m'avait mis ce livre-là dans les mains en me disant lis ça, sois pas idiot, dépasse ta réticence au genre. Et je lui ai dit tu sais, les polars, c'est pas mon truc. Oui, mais fais pas ton idiot. Allez, je dis idiot parce que son mot était moins poli que ça. Et donc je par hasard, parce que en général le livre aurait dû dormir 3-4 ans sur une étagère en attendant que je le regarde. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai lu celui-là.
Et j'y ai passé la nuit et je trouvais que chaque mot sonnait en moi comme un coup de foudre. Je me suis reconnu totalement dans son humeur, très libertaire, un peu méchant quand même, caustique, acide, et absolument pas moralisateur. C'est-à-dire, je trouve que Franz Bartelt a un regard amusé sur tout le monde, amusé et méchant sur tout le monde, qui me remplit de joie. Et pas du tout à définir des gentils et des méchants, ce qui, moi, dans les temps qui courent, me ravit également. Voilà. Donc j'ai adoré ce livre. Bah, oui, je pense que ça se sent, et donc c'est bien de nous faire profiter de la passion que vous avez eue pour ce livre qui se propage grâce à l'adaptation que vous en avez tiré. Vous êtes connu un petit peu comme un prodige de la splendeur visuelle. Il y a des explosions de chromatique dans vos livres. Là, c'est un livre qui est en noir et blanc. La très grande majorité, ce sont des cadrages plein de pages en 3 bandes. Vous avez voulu faire un univers un petit peu fuligineux, je dirais, qui rappelle les films noirs français des années 50-60. Quelles ont été les influences que vous avez voulu introduire d'ailleurs? Tout ce cinéma-là, toute cette littérature, pour le peu que j'en ai lu, qui vient de là, tout cet univers, cette mythologie française que moi j'aime beaucoup des années 50-60, que je pense qu'il s'est un peu estompé avec le temps, qui est peut-être devenu un peu désuet. Quand on pense à Gabin, Ventura, cette génération d'acteurs qui ont su marquer un esthétisme particulier. En BD, ça a été Tardy. Et j'ai voulu revenir un petit peu à cette mythologie-là pour moi, parce que c'est pas une réalité que je connais maintenant, elle n'existe plus. C'est une banlieue qui n'existe pas. On parle d'une banlieue, mais c'est plus comme ça que ressemblent les banlieues. Hein. Voilà. Et je voulais pas être du tout dans la prouesse graphique ou dans les pattes graphiques. Je voulais au contraire disparaître, que mon dessin disparaisse derrière le récit. Je voulais me mettre au service de ce livre pour être dans l'efficacité. Le style du livre est tellement fort que j'en avais pas besoin d'en rajouter. Donc j'ai voulu moi disparaître et me faire extrêmement discret pour essayer de faire passer cette force, ce style, cette force, cette efficacité de l'intrigue aussi. Et voilà, me faire tout petit pour donner l'envie de découvrir cette histoire. Il y a vous avez fait un pas de côté par rapport au livre. Il y a des scènes qui n'étaient pas dans le roman. Et vous avez glissé quand même quelques indices référentiels très intéressants sur les influences que vous aimez bien. Notamment, on a un commissaire qui ressemble vraiment à Lino Ventura. Ouais, j'ai invité le commissaire Gallien dans mon histoire, qui avait déjà œuvré dans le film Garde à vue, avec Michel Serrault. Et j'avais envie de l'inviter pour s'occuper de cette enquête, hein, parce qu'il me fallait quelqu'un d'efficace, d'intelligent, un peu bourru quand même, et qui représente tout cet univers-là. Donc c'est l'avantage de la BD, c'est qu'on peut se payer un casting plaqué or à peu de frais, pour peu qu'on puisse les croquer à peu près. Donc je n'ai pas hésité, j'ai demandé à Lino de venir jouer un petit rôle. C'est chouette. Il y a une chose qui vous réunit et qui n'est pas si fréquente finalement dans la littérature française, qu'elle soit graphique ou que scripturale, je dirais, c'est qu'il vous faut tous les deux passer alternativement d'un genre à l'autre. Vous avez besoin, moi j'ai lu Robin, que pour retrouver par exemple le goût de l'héroïque fantasy où vous excellez, vous avez besoin d'un album à l'autre de faire quelque chose d'autre. Pourquoi? Pour vous régénérer, pour vous mettre au service d'une histoire, pour ne pas répéter votre style justement? C'est aussi parce que moi je fais un métier que j'ai choisi par passion. Et je l'ai choisi pour ne pas être répétitif, justement, pour me balader dans des univers. Alors, il y a plein d'univers que j'aime. J'aime beaucoup l'heroic fantasy parce que ça a été mon enfance et mon adolescence.
Mais en étant adulte, je lis de moins en moins d'histoires avec des coups d'épée, il faut reconnaître. Et il y a plein d'autres choses qui m'intéressent en tant qu'adulte, qui ramènent à d'autres choses et que j'ai envie d'explorer. C'est une grande maison dans laquelle j'explore des pièces les unes après les autres. Alors il y a des pièces que je préfère parce que c'est des chambres d'enfants, donc j'y retourne c'est comme des doudous, vous voyez. Mais quand j'ai fini de refaire un petit coup de doudou, j'aime bien aller voir une pièce que je connais pas pour voir à quoi ça ressemble. Il y a toujours un peu d'improvisation, on peut se casser la gueule parce qu'on ne connaît pas encore comment elle est faite la pièce, mais c'est marrant justement. Moi j'aime bien. Votre parcours bibliographique est très intéressant. Vous êtes biographe, vous avez fait aussi une histoire de France, un petit peu vulgarisée. Vous écrivez dans des genres. Est-ce que c'est aussi pratiquement un besoin métabolique ou biologique de changer régulièrement de style narratif ? Non, en fait, moi, je ne choisis pas d'écrire un livre. C'est le livre qui me tape sur l'épaule et qui me dit « écris-moi ». En fait, moi, je suis une remplisseuse des trous dans les bibliothèques. Quand il manque un livre, il faut bien que quelqu'un s'y mette. Et voilà, pour le moment, j'ai que moi sous la main. Par exemple, Blanche-Neige et les Lance-Mille-Cils, c'était vraiment... il fallait faire une suite au conte de fées. On ne sait jamais, ils se marièrent et ils furent heureux pendant 100 ans. C'est un peu court, jeune homme, quoi. Qu'est-ce qui se passe après le mariage ? L'histoire de France, pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est parce que mon fils, à 10 ans, m'a dit « Maman, Napoléon, c'est avant ou après Charlemagne ?» Alors j'ai fait « comme une poule, quoi. Et j'ai pondu un œuf, j'ai pondu un livre pour lui poser des repères. Alors, tu vois, Charlemagne, c'est 800, Napoléon, c'est 1800. Ah bon, quand même. Et la plupart de mes livres, c'est parce que je suis bien obligée de les écrire, parce que visiblement, ça manque. Donc, je me pose assez rarement la question, en tout cas pas quand je l'écris. Après, quand il s'agit de le faire publier, je me dis, zut, ça, effectivement, c'est plus du tout de la science-fiction, c'est de l'histoire. Donc, je vais peut-être pas aller au Bélial, je vais plutôt aller chez Fayard. Et là, les choses commencent à se compliquer. Mais sinon, je me pose assez peu la question en ces termes, en fait. Oui, mais il n'empêche que le livre vous tape là, mais qu'il y a des invariants qui font que vous avez bâti une œuvre qui n'est pas si disparate que ça. Finalement, c'est une œuvre politique. D'ailleurs, la biographie que vous avez faite, c'est d'Ada Lovelace, qui était la fille de Byron et qui était une des pionnières de l'informatique, un sujet qui vous intéresse beaucoup. Et ce livre-là, c'est aussi un portrait de femme précaire, d'une femme résiliente, même si le mot est galvaudé, on l'entend tout le temps, mais qui est vraiment une combattante. 40 ans, sans enfant, elle en a eu, mais ça ne s'est pas bien passé. Sans compagnon. Il y a chez vous quand même une veine féministe qui est très intéressante et que d'ailleurs vous essayez un petit peu de solliciter, de susciter dans le paysage de la science-fiction française. Vous m'avez dit ça il y a très peu de temps, juste avant que vous essayez de trouver des plumes féminines, voilà, qui s'attaqueraient à la littérature de genre, puisque c'en est une. Voilà. J'aime bien, moi, j'aimerais bien que vous me parliez justement de ce rapport entre la femme, on ne va pas dire la féminité, mais voilà, ce côté féministe que vous essayez d'inculquer dans la littérature de genre. Oui, moi je suis féministe depuis que j'ai reçu ma première fiche de paye, donc ça remonte pas mal. Et alors évidemment, la 4e vague du féminisme, absolument ravie, je trouve ça super. Et il y a encore beaucoup à faire. Donc en fait, j'apporte ma pierre à l'édifice. Je fais ce que je peux dans mon domaine. Je crois que toutes on fait ça et on a bien du mérite et c'est ce qu'il faut faire. Effectivement, on peut remarquer que si les hommes ont en gros, pour résumer, plus beau salaire et plus de pouvoir que nous, c'est parce qu'ils se cooptent très bien et que nous, on se coopte pas assez. Donc c'est pour ça que dans le milieu spécifique de la science-fiction, c'est un genre où il y a très peu de femmes. Alors qu'en fantasy, il y a beaucoup de femmes, donc il y a moins besoin. Mais en science-fiction, effectivement, je dis à toutes les femmes, les jeunes femmes qui écrivent de la science-fiction, franchement,
franchement, envoyez-moi vos nouvelles. Moi, j'essaierai de voir, vous conseiller. Et j'en ai déjà trouvé. Et j'ai un rôle de... Enfin, moi, voilà, je suis vieillissante. Quand je suis arrivée dans ma trentaine en science-fiction, on était 3-4 femmes. Pendant 10 ou 15 ans, on est resté 3-4 femmes. Alors peut-être 6. Là, il y a une relève qui arrive et c'est pas dommage, mais j'ai longtemps désespéré. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, il y a un créneau là, surtout sauter dessus. Alors, ce qui est vrai, c'est que vos livres, c'est pas que vous souhaitez le faire comme ça, mais vous reprenez des grands mythes de la BD, Conan, bientôt Torgal. C'est quand même des mondes d'hommes. Ouais, c'est même des mondes d'enfants ou d'ados. Hein. D'hommes, je sais pas, je pense pas que ce soit des mondes d'hommes matures qui se préoccupent vraiment de savoir quelles sont la place des hommes et des femmes. Je pense qu'on est dans quelque chose d'un peu plus régressif. Et celui-là, c'est un peu particulier parce que dans La Cage aux cons, c'est vraiment une histoire d'hommes. Et je crois qu'il y a on va rien dévoiler, mais en faux semblant, il y a peut-être même pas de femmes. Il y a une femme, alors on peut dire une pute, Ouais. qui s'appelle Marlène. Ouais, qui est un fantasme plus qu'autre chose d'ailleurs. Ouais. Et c'est un monde d'hommes qui s'aiment entre eux, je trouve, et qui se prennent du plaisir à être entre eux. C'est très macho comme bouquin de ce côté-là. Et il y a un petit côté, je trouve, ça me rappelle un peu une phrase de Jacques Brel dans L'Aventure, c'est l'aventure, qui disait si j'aime les hommes, c'est pas tant parce que c'est des hommes, mais c'est surtout parce que c'est pas des femmes. Ouais. Et il y a un petit côté comme ça, un peu bourru des années, d'une espèce de macho des années 50. Mais ça s'appelle La Cage aux cons quand même. Hein. Oui. Mais alors, votre personnage sans nom, c'est un cœur d'artichaut. Enfin, dès qu'il voit une jolie fille, quand même, il s'entiche très très vite. Ah, c'est un homme, hein. Voilà. Je sais pas. Oui, oui. On a l'impression que c'est pas lui qui porte la culotte quand même dans son couple, parce qu'il se fait virer de chez lui et il faut qu'il rentre. Ah oui, non, pas du tout. En ayant un petit peu d'argent. Non, en vitrine, il gonfle le torse. Voilà. Et oui, il prétend beaucoup, mais non, vraiment, non. C'est pas lui qui porte du tout la culotte. Catherine, pour prolonger ce qu'on vient de dire sur le féminisme, j'aimerais, moi, vous entendre sur, justement, un dégagement de perspective qui est le vôtre, puisque vous avez créé avec Damasio, donc l'auteur des Furtifs et d'autres livres qui sont très célèbres, un collectif qui s'appelle Zanzibar et qui est, je crois, à mi-chemin entre la culture et la politique, qui vise, j'ouvre les guillemets, à désincarcérer le futur. Alors dites-nous ce que ça veut dire. En fait, en 1900, on rêvait de l'an 2000. Hein. On imaginait qu'il y aurait des voitures volantes partout. Enfin bon, est-ce qu'il y en a parmi vous qui rêvent du 22e siècle ? Bon, je sais que la réponse est non. Voilà. Tout simplement parce que entre l'effondrement de la biodiversité, le réchauffement climatique, bref, on a une sensation d'avenir bouché. Voilà, notre futur a une tête d'accident de voiture. Or, il faut désincarcérer le futur, puisque le futur il est d'abord dans nos têtes, il va être ce qu'on va en faire. Donc, si on ne rêve que de catastrophe, forcément, la catastrophe va advenir. Et on s'est rendu compte, mais il y a longtemps, en 2006 déjà, qu'on avait tous du mal à écrire des utopies, enfin en tout cas des histoires de science-fiction offrant un minimum de lueur d'espoir. Il y a beaucoup de gens all around the world qui ont fait le même constat que nous, puisque moi, ce dont je vous parle, c'est de solar punk, le punk solidaire, un peu solaire, c'est-à-dire avec un minimum de gaieté, de positif inside. Et le solar punk, il ne vient pas de nous, il vient du Brésil, c'est le début des années. À se demander comment faire pour arriver à obtenir un tour d'esprit un petit peu plus optimiste, comment trouver une issue dans cette sensation d'avenir bouché. Et comme on s'est aperçu qu'on était un petit groupe d'auteurs et d'autrices de science-fiction à avoir la même curiosité, on s'est mis ensemble dans un groupe mais qui est très informel, qui s'appelle Zanzibar, avec lequel on réfléchit à
modifier notre tour d'esprit d'auteur de science-fiction pour pas se vautrer en permanence dans le catastrophisme, dans la fin du monde, dans le post-apocalyptique, etc. Sortir un petit peu de On the Road de Cormac McCarthy. Et effectivement, c'est un exercice intellectuel qui, moi, mes histoires de science-fiction commencent à devenir un petit peu moins sordides et finissent un peu moins mal. On sent qu'il y a une évolution psychologique. Mais il faut que toutes et tous, on arrive comme ça à activer notre fibre optimiste. Et je fais des ateliers d'écriture avec Blue Nove, ça s'appelle Bright Mirror. Moi, j'imagine que tout le monde a vu au moins un épisode de Black Mirror, donc voilà, c'est l'horreur, c'est l'enfer, c'est abominable. Alors, dites, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, donc, alors Black série, Mirror, voilà, c'est une série, ça dure pas très longtemps, vous regardez un épisode et puis après vous allez lire un Gaston Lagaffe. Donc c'est une série britannique. Oui, c'est une série, oui. J'essaye de résumer ça se passe toujours très très mal dans des mondes tous plus dystopiques les uns que les autres. Il y en a un, c'est on a trouvé une petite puce qui fait que vous gardez tout en mémoire en permanence et du coup la vie des gens devient un enfer parce que quand vous vous engueulez avec votre conjoint et qui vous dit oui mais tu m'as dit ça, hop vous revenez en arrière, non tu vois j'ai pas dit ça, enfin c'est l'enfer total de ne pas perdre la mémoire, de ne plus avoir de droit à l'oubli et chaque épisode est pire que le précédent et donc par opposition on a décidé de faire des ateliers d'écriture Bright Mirror. On prend un thème super concret genre le fonctionnaire en 2049 et on a 1 heure pas plus pour écrire une micro-nouvelle optimiste. On a le droit à tout sauf au pessimiste. Et du coup, on est obligé de se remuer les méninges d'une façon dont on n'a pas l'habitude. C'est l'inverse de la déclinologie. Et je pense que c'est un exercice de l'esprit très salutaire. Et avec Zanzibar, on n'est pas là pour écrire ces textes, mais on est là pour créer des procédés d'écriture pour permettre à chacun et à tout le monde d'écrire sa propre utopie du futur. D'accord. Mais dans ce cadre, par exemple, est-ce que vous vous rapprochez de scientifiques qui seraient capables de vous donner des lueurs d'espoir à partir desquelles bâtir des scénarios d'anticipation ou non? Absolument pas. De toute façon, la culture scientifique fait partie de la culture de science-fiction. Ça, on est bien obligé d'y aller. Et chaque élément scientifique, voilà, à partir du moment où il y a une progression en médecine, vous pouvez en tirer soit un soin, soit une arme biologique. Hein. C'est vraiment très, très neutre. Ça dépend ce qu'on en fait, des évolutions scientifiques. On poursuivra, mais peut-être d'une manière politique. Hein, je ne connais pas votre point de vue sur la question. Mais dans votre parcours, vous avez repris des personnages mythiques de la BD. Donc la question se pose, alors peut-être pas dans les mêmes termes, mais comment on réinterprète le passé pour lui donner un avenir, quand il y a déjà des canons esthétiques qui ont été forgés. Justement, comment on place ses pieds dans des empreintes déjà formées, je dirais? Non, ça, c'est le travail de la reprise et de l'adaptation. Et je pense qu'il faut être, comment le dire proprement, il faut être totalement irrévérencieux et tendrement aimant. C'est-à-dire que si on est fan de l'œuvre transie, de l'œuvre qu'on veut adapter ou dans lequel on veut continuer à travailler, on a un pied à terre, on a un genou à terre et on rend hommage en fait. Et en rendant hommage, on se rabaisse en tant qu'auteur, en étant un admirateur. Et je pense qu'on ne peut pas faire du bon travail dans ce cadre-là. Et en même temps, il faut être extrêmement soucieux et tendre envers l'œuvre dans laquelle on veut s'inscrire, parce que c'est cette tendresse qui nous ramène à elle et qui fait qu'on la comprend, qu'on la respecte. Donc c'est un espèce de travail un peu bizarre dans lequel il faut être totalement irrévérencieux et oser la bousculer. Et en même temps, lui rendre hommage au plaisir qu'on en a eu, pas à l'œuvre en elle-même, mais au plaisir qu'on a eu et pourquoi on est amené à travailler sur cet univers qui n'a pas été construit par nous. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien en tant qu'auteur, de travailler sur ma sensation, la sensation de bonheur et de plaisir que j'ai eu à un moment de ma vie, et de la retrouver et de la faire mienne. Et de m'éloigner du livre d'une certaine manière tout en le servant.
Donc, par exemple, pour Torgal, qui est votre prochain projet, vous désacralisez la passion. Enfin, c'est ça un petit peu comment vous je vais essayer. Et alors, là, alors Torgal, c'est une série qui a beaucoup de succès, qui a eu un énorme succès populaire, qui a beaucoup compté, je crois, dans la bande dessinée. Hein. C'est probablement la plus grande série d'heroic fantasy française. Et l'éditeur m'a donné un pouvoir immense. Il m'a dit, fais ce que tu veux avec le personnage. Donc Et donc, je lui ai proposé une idée que je ne vais pas dévoiler, mais en me disant dans ma tête, ça, il ne peut pas dire oui. Comme un sale môme qui arrive en disant, mais ça, je ne peux pas le faire, ça. Et il m'a dit, si, ça, tu peux le faire, vas-y. Et j'ai eu un moment un peu interdit, dans lequel c'est un suicide éditorial. Et il m'a dit, vas-y. Voilà, donc c'est un éditeur extrêmement courageux, parce qu'on ne parle pas d'une petite licence, mais dans lequel il m'a laissé foutre un bazar. Mais alors, je me sens à la fois un sale môme, d'une grande jeunesse. Je suis un sale môme qui va renverser toute une chambre très très bien rangée, et ça me rend un plaisir fou. Et alors, 2 secondes, oui. De manière totalement étonnante, 2 petites anecdotes qui me font réagir à ce que tu disais avec Catherine. Il y a un an, je me suis dit, dans une partie de moi, c'est un genre que j'ai jamais touché, c'était le post-apocalyptique. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a toujours Mad Max ? Mais pourquoi c'est toujours Mad Max ? C'est-à-dire, il y a un mec bon et tout le reste autour, c'est des animaux, quoi. Et je me dis, mais c'est pas ça. Il y aurait plein de Charles Ingalls s'il y avait eu le post-apocalyptique. C'est-à-dire, on est dans les pionniers. C'est-à-dire que les gens se retrousseraient les manches et diraient, bon, bah, on va en coller un coup. Là, on a le nez qui coule, on s'est mis dans le mur, mais bon, bah, c'est pas fini. On s'y met. Et je pense que c'est ce qui se passerait, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi il y a eu une espèce de monopole de la catastrophe humanitaire qui s'est abattue sur notre futur. Et voilà, ça me faisait réagir à ça. Moi, en tant qu'auteur, je me suis dit, mais non, j'ai envie de plein de Charles Ingalls qui se retroussent les manches et qui nous montrent comment on... Pas Charles Ingalls pour le côté moral chrétien, mais pour le côté pionnier, quoi. On s'y met, on est ensemble, et allez, on va reconstruire tout ça parce que quand même... Et alors la deuxième anecdote, ça m'a fait rire. J'ai très envie de lire ton livre. Il est génial. J'ai vraiment très envie, je ne le connais pas, mais ça me donne très envie. Et je me souviens, il y a quelques années, j'étais tombé sur un site internet où des gens s'écharpaient sur comment se débarrasser de sa succube. En étant totalement sérieux. Et j'ai eu un moment de flottement où je me suis dit, soit je ne connais mal le monde dans lequel je vis, soit ils s'en foutent. Mais l'un de nous deux a tort. Mais ils étaient dans des arguments qui étaient tellement pointus et précis que j'ai cru que c'était moi, en fait. C'était époustouflant comme expérience de lire des pages et des pages de gens qui s'engueulent sur la manière la plus efficace de se débarrasser d'une succube qui t'encombre la vie. J'ai trouvé ça fabuleux. Et moi, je voulais aussi réagir sur Conan le barbare, où on disait, est-ce que Conan le barbare, quelle est la place de la femme ? Et là, moi aussi, sur Internet, je me souviens d'un thread où il y avait Conan le barbare, est-il ou non misogyne ? Et il y en avait qui disaient, oh ben non, pas du tout, donc je suis allée les relire. Et c'est même plus de la misogynie. En fait, chez Conan le barbare, à chaque début de nouvelle, il y a une fille en A, donc Larissa ou Johanna. Elle a systématiquement des globes de marbre et des membres fuselés. Elle a toujours une nuisette en soie qui cache mal ses formes gracieuses et qui tombe au bout de 2 paragraphes. Et alors, elle ne marche jamais, elle titube, puis après elle tombe, puis après elle rampe. Elle ne parle jamais, elle sanglote, elle chevrotte. Et je m'étais amusée à lister comme ça absolument tous les mots pour caractériser ces pauvres créatures. Et en général, à la fin, Conan le barbare les ramasse, les met sous son bras et se barre avec. Et il y a un cut sur la suite puisque c'est quand même un récit américain, donc ils sont extrêmement puritains. Et je m'étais amusée, à lister le champ lexical du comportement de
héroïnes de Conan le Barbare. Donc, c'est hallucinant. Des héroïnes qui chevrotent et qui rampent. Voilà, et qui tombent. Et quelquefois, elles font quelque chose. Elles replient, elles posent sa tête délicate sur ses jolis bras et elles fondit en larmes aussi. Alors, je vais le défendre. Dans l'histoire que j'ai adaptée, c'est elle le personnage très fort et lui qui est le personnage faible. Et à la fin, il ne l'a pas. D'accord. Non, mais moi, j'avais Il y en a une. Ouais, j'avais relu des pulps, les pulps de Howard qu'il écrivait en tant que pulp, et il fallait des petites héroïnes qui poussent des petits cris et Conan qui les sauve parce que c'était le lectorat. Mais c'était vraiment très caricatural. Donc, Claude Daubal des Sapsons est la femme que vous avez mise en scène dans votre adaptation de Conan. Non, ne sont pas des petites héroïnes qui chevrotent et qui rampent, et ça nous fait bien plaisir. Nous sommes arrivés au terme de cette édition, de cette émission, puisqu'il n'y a pas de public, c'est un petit peu particulier. Je voulais vraiment vous saluer chaleureusement d'être venu à Niort et d'avoir répondu si gentiment à nos questions. Et on espère vous voir l'année prochaine peut-être, pour votre prochain livre. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci et merci aux organisateurs, aux organisatrices.